Et comme on tient toujours nos délais, on a prévu un petit exercice de style absolument pas préparé. Avec Monsieur Le Sueur, que j'invite à nous rejoindre, avec Mathieu, parce qu'on va parler achat durable, puisque on ne peut pas ne pas en parler. Asseyons-nous. Asseyons-nous. Monsieur Le Sueur, vous êtes le commissaire général au développement durable au sein du ministère de la Transition écologique, et vous êtes le grand promoteur, défenseur, j'allais dire pourfendeur, mais non, c'est dans l'autre sens, du PNAD. Vous allez nous expliquer ce qui se cache derrière ce sigle mystérieux et la mise en place des guichets verts. Vous allez nous expliquer. Et puis, on va faire ça de façon, c'est un gag pourri, de façon rapide, puisque vous allez nous parler du réseau rapide. Alors, Monsieur Sueur, merci. C'est quoi le PNAD? Ça sert à quoi? Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette première question. C'est important de commencer par définir de quoi on parle. Le PNAD, le Plan national des achats durables, c'est le troisième, mais il est particulier puisque ce plan vise à être la feuille de route de mise en œuvre des dispositions législatives récemment votées, en particulier celle de la loi climat et résilience, qui prévoit, mais je pense que dans la salle beaucoup de participants le savent, que 100% de la commande publique doit comporter des considérations environnementales d'ici 2026, d'ici août 2026, et pour plus de 30% et pour tous les marchés importants, des considérations sociales. Donc le plan cherche à accompagner, structurer, jalonner la mise en œuvre de cette obligation légale pour mobiliser et accompagner tous les acheteurs, les décideurs publics, mais aussi les entreprises. Je salue Pierre Pélouzet qui est dans la salle, parce que bien entendu, pour que des marchés soient plus durables, il faut aussi que les offres soient plus durables, sans quoi les marchés sont infructueux, ce qui est quand même un cauchemar pour tout le monde. Donc le PNAD, c'est ça, une feuille de route, un dispositif d'animation qui est porté de façon transversale par le Commissariat général au développement durable, mais avec l'appui des grandes directions de ministères qui sont en charge du sujet, la direction des affaires juridiques, la direction de Bercy, la direction des achats de l'État, la direction générale des collectivités locales, la direction générale de l'offre de soins pour la partie hôpitaux, la direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle pour la dimension sociale. Je le dis, je les cite parce que c'est pas si souvent que des politiques sont bien portées comme ça de façon transversale entre plusieurs ministères. Là, c'est le cas et on a vraiment des signaux très, très positifs. Donc voilà ce qu'est le PNAD, mais si je ne m'arrête pas de parler, vous ne pourrez pas poser de questions. Surtout que si vous êtes la voix du PNAD et que vous êtes en train de la perdre tout doucement, on va poser plus de questions et vous moins de réponses. Ça vous va comme ça, Mathieu? Et justement, alors, comment les acheteurs vont pouvoir s'approprier le PNAD? Est-ce que vous allez mettre en place des outils pour qu'ils puissent justement répondre à tous ces objectifs que vous avez cités? Alors effectivement, si c'est juste des administrations centrales qui travaillent, qui tricotent des beaux plans et des outils, et puis que personne ne le sait, ça ne va pas marcher. Puisque au bout du bout, évidemment, ce qui doit changer, c'est la commande elle-même et donc la pratique des acheteurs. Pour ça, il faut les accompagner, leur donner des outils, leur donner des instruments de formation, mais aussi sensibiliser leurs chefs, les décideurs publics, et ainsi que le tissu économique, à cette transformation qui est en fait assez radicale, non seulement de la commande publique, mais aussi en fait de notre économie. Et tout ça s'inscrit dans la planification écologique, puisque c'est un des chantiers, il y a 22 chantiers dans la planification écologique qui a été annoncé par la Première ministre, France Nation Verte, et un des chantiers, c'est l'achat durable. Alors plus concrètement, qu'est-ce qui est proposé? Eh bien, des outils accessibles par le numérique, rapide, la plateforme qui permet à tous les acheteurs inscrits, ils sont plus de 3500 et ça progresse très vite. D'ailleurs, je ne vais pas donner les derniers chiffres, c'est peut-être même plus maintenant. Bon, voilà, ça progresse, c'est merveilleux et c'est très bien, qui offre un ensemble d'outils. Vous avez dessus, bien sûr, beaucoup d'informations, des exemples, des beaux exemples, mais ce que nous faisons, ce que nous vivons aujourd'hui ensemble est aussi une manière de mettre en valeur des belles initiatives et de s'en servir comme un relais pour dire c'est possible et on n'est pas perdant, bien au contraire. Mais il y a beaucoup de choses. Il va y avoir une formation en ligne qui sera accessible, un MOOC, vous savez, les cours massifs en ligne, qui sera disponible au premier semestre. Ça, c'est pour le digital. Je n'ai pas mentionné les partenariats, la clause verte, par exemple. Très bonne initiative, très belle initiative qui permet d'avoir accès à tout un ensemble de clauses environnementales en open data, en libre accès. Donc, ça ne manque pas de belles initiatives.
on va essayer d'aller encore plus loin, et notamment parce qu'il y a aussi un volet plus humain qu'il faut mettre en place, et c'est en cours. Et justement, donc en parlant d'outils, beaucoup d'acheteurs nous parlent de cet outil très attendu, qui est l'outil pour calculer le coût en cycle. Où en est-on Parce que vous dites vous-même que 2026, c'est demain. Il faudrait vite avoir l'outil pour demain. Alors, c'est une question qui revient fréquemment, et c'est normal parce qu'elle est importante. On rêve tous d'un système simple dans lequel on saurait évaluer en cycle de vie chacun des produits pour avoir une mesure fiable, efficace, au moins sous l'angle carbone, mais une empreinte environnementale, c'est pas que du carbone. Pardon. Mais ce sujet extrêmement technique suppose beaucoup de données, beaucoup de méthodes. Et en fait, il croise un autre sujet que nous portons aussi au Commissariat général au développement durable, mais encore une fois, c'est un sujet interministériel, qui est toute la question de l'affichage environnemental. Derrière la notion d'affichage, il y a en fait de l'étiquetage, d'une information portée à la connaissance du consommateur, et l'acheteur est un consommateur, bien entendu. Et c'est dans ce cadre plus vaste que s'inscrit cette logique de l'analyse en cycle de vie, avec l'affichage environnemental qui porte d'abord sur les questions textiles et sur les questions alimentaires. Eh bien, nous progressons justement dans la structuration et la mise en forme de cette donnée, qui sera un élément de réponse. Et on fera aussi des travaux sur la disposition législative qui prévoit une analyse en cycle de vie. Simplement, voilà, il faut organiser le temps, et on s'est dit que la formation et les premiers outils étaient encore plus urgents que l'analyse en cycle de vie. À propos d'outils, vous savez, on en parlera tout à l'heure lors de la remise des trophées. Il y a des acheteurs qui créent déjà leur outil. On parlera tout à l'heure de, je ne vais pas me tromper dans l'acronyme, Asena Docena. C'est ça, hein, Asena Docena. Tout à fait. Un petit mot sur les guichets verts. Mais qu'est-ce que c'est donc con que ces guichets verts? Voilà une bonne question. Super bien formulé. Qu'est-ce que c'est donc? Alors, le guichet vert, j'évoquais le fait que les outils digitaux, c'est bien, mais enfin, l'humain, c'est irremplaçable. Et pour accompagner les acheteurs et faciliter leur capacité à intégrer des considérations environnementales, il est important qu'ils puissent avoir tout simplement quelqu'un qui est appelé pour poser leurs questions, avoir un appui. On a commencé à mettre en place ces guichets verts grâce au partenariat avec un certain nombre de réseaux d'acheteurs territoriaux que je veux saluer. Et d'ailleurs, ceux qui s'intéressent de plus près à ces guichets verts, vous pouvez rencontrer le guichet vert de Maximilien. Donc c'est un des réseaux régionaux, celui de, disons, plus d'Île-de-France, qui est présent au stand du ministère, en D118 si je ne me trompe pas. Donc allez-y, vous allez rencontrer ce guichet vert et cette nouvelle offre qui est très inspirée, et je salue l'arrivée de Thibaut Guilhuy, qui est très inspirée en fait des facilitateurs sociaux, qui sont eux aussi en fort développement dans le cadre du PNAD et en partenariat avec le Haut Commissariat à l'emploi et à l'engagement des entreprises. Vous aviez des facilitateurs sociaux qui justement permettaient une aide concrète, humaine et j'allais dire vivante pour avoir des considérations et des clauses sociales dans les marchés. Eh bien, c'est ce que nous développons avec le guichet vert. C'est progressif. Aujourd'hui, vous avez une offre dans les 2/3, presque les 3/4 des régions françaises. On est toujours en recherche de partenariats avec des réseaux qui se constitueraient dans les régions qui ne sont pas encore couvertes. Et puis, on rôde le système. Il a commencé à fonctionner depuis le 1er octobre. Il monte en puissance. Et vraiment, je vous encourage à le faire connaître et à faire savoir qu'il y a la possibilité, notamment pour les acheteurs qui ont peut-être des équipes réduites, voire qui sont un peu seuls, pour faire les premiers pas dans l'achat durable, appeler le guichet vert et échanger pour avoir de bonnes idées et être guidé. De l'humain. Mathieu? Alors, une question sur les spazeurs. Donc, le seuil des spazeurs a été abaissé à 50 millions d'euros. Alors, pour quelles raisons? Et ensuite, qui sont concernés? Est-ce les collectivités territoriales, les établissements publics locaux? Merci. Alors, il y a plusieurs dispositions législatives qui ont une échéance de mise en œuvre plus courte que celle que j'ai évoquée tout à l'heure. Il y en a eu au titre de la loi anti-gaspillage, avec l'article 58 sur le recours aux produits issus du réemploi et du recyclage. Il y a effectivement la disposition sur les spazers. Il y a aussi
la disposition sur la déforestation importée. Donc ce sont des sujets sur lesquels on agit plus vite, puisque les obligations s'imposent plus rapidement. Donc c'est aussi une bonne manière de démarrer et de s'engager davantage dans l'achat durable. Alors pour revenir à la question spécifique des SPASER, donc les schémas de promotion des achats socialement et écologiquement responsables, mais économiquement aussi, hein, Oui. évidemment, toujours. Non mais je fais une parenthèse parce que c'est un point qui est parfois oublié. Il y a toujours, la question de la performance économique reste absolument centrale dans tous les achats, et quand on dit qu'il faut des considérations sociales, des considérations environnementales, ça s'inscrit dans une logique de performance économique. Mais je n'ai pas oublié votre question. C'est le développement durable. C'est le développement durable, absolument. Alors, pourquoi avoir abaissé le seuil de ces SPASER? Eh bien parce que dans la perspective de l'application de la loi climat et résilience à horizon 2026, dans la mesure où tous les achats doivent comporter des considérations environnementales et beaucoup plus massivement des considérations sociales, il est assez logique que les plus grandes structures, et donc en particulier les grandes collectivités locales, celles qui ont plus de 50 millions d'euros maintenant d'achats publics, eh bien, déploient une forme de stratégie, de trajectoire pour mettre en œuvre cette disposition, parce que c'est évidemment pas au mois d'août 2026 qu'il faudra commencer, hein. Tout ça, ça se rôde, ça s'appréhende. C'est une transformation progressive. Et donc, ce SPASER, il a semblé aux législateurs assez logique de l'étendre en se disant que c'est une manière aussi, en complément d'un PNAD qui est purement informatif, d'avoir un engagement des collectivités. Parce que non seulement le seuil évolue et donc fait s'étendre l'obligation de rédiger un SPASER à plus de 300 collectivités, mais en plus, ce qui n'avait pas été prévu dans la loi initialement qui a créé le SPASER, la loi Hamon, ce SPASER sera rendu public et il fera l'objet d'un dispositif de suivi. Donc c'est non seulement une extension, mais c'est aussi un renforcement en fait, du poids, de l'efficacité de cet outil pour contraindre un petit peu, mais en fait je pense que ça leur rend service, les collectivités, à s'inscrire dans une démarche progressive vers 2026. Et là aussi, il y a un accompagnement prévu par le PNAD, puisque nous avons organisé des sessions de formation et de sensibilisation au SPASER pour les collectivités qui y sont assujetties, et parfois pour des collectivités qui ne sont pas assujetties, mais qui trouvent que c'est quand même une bonne idée de se donner un petit plan stratégique pour déployer cet enjeu. Et l'État... Dernière question. Et l'État, justement, et les établissements publics hospitaliers nous sont mis à une telle obligation? Si, parce que c'est le seuil d'achat public. Donc il y a des établissements publics qui sont concernés, mais ils sont pas très nombreux. Et c'est vrai que l'enjeu clé aussi en logique de proximité, parce qu'évidemment une collectivité locale, elle a un enjeu démocratique de redevabilité. C'est beaucoup les collectivités locales. Mais en effet, la loi n'a pas spécifié que c'était réservé aux collectivités locales. Il me reste, Monsieur Le Sueur, trois questions à vous poser. Et puis je vais essayer d'être, comment on appelle, poil à gratter. Je vais essayer de vous taquiner, mais je sais que Monsieur Le Sueur, il rentre pas dans ce jeu-là. Dites-moi, on parle beaucoup de clauses environnementales, etc. Est-ce que le social n'est pas un peu mis de côté? Pourquoi il n'y a pas les mêmes, semble-t-il, exigences en matière sociale dans le PNAD qu'en matière environnementale? Je n'ai pas ce sentiment-là du tout, mais c'est intéressant que vous posiez la question. Je l'ai agacé quand même. Je resalue Thibaut Kilhuy, parce que c'est vraiment ensemble qu'on porte ce PNAD, et justement avec l'idée que les deux doivent fonctionner de façon intégrée et coordonnée. Simplement, le législateur n'a pas prévu 100% de considérations, enfin de marchés comportant des considérations sociales à horizon 2026. Donc il y a une petite différence d'enjeu, et puis surtout, vraiment dans le domaine des clauses sociales et d'inclusion, il y avait un dispositif très, très efficace qui est significativement renforcé. C'est 185 ETP de plus, je crois, hein, c'est sous ton contrôle, qui vont être déployés, qui ont commencé à être déployés dans les territoires. Donc je ne dis pas que c'est facile, mais vraiment, c'est très bien piloté et c'est relativement bien connu. C'est vrai que les considérations environnementales, c'est peut-être un peu plus nouveau dans cette
dans cette exigence que ce soit présent dans tous les segments. Il y a toujours eu des segments de marché et des acheteurs qui étaient déjà très engagés. Et vraiment, je veux saluer ces pionniers parce qu'ils ont démontré que c'était possible. Mais là, tous les segments de marché, tous les acheteurs, c'est quand même un énorme défi. Voilà, donc il n'y a pas d'opposition entre les deux, mais il y a peut-être une marche à franchir qui est un peu plus forte. Du coup, on essaie de rattraper en déployant les outils qui manquent du côté environnemental et qui sont présents, mais qui sont encore renforcés du côté social. Et j'ai oublié de citer la plateforme Le Marché de l'Inclusion, qui est un outil absolument formidable pour faciliter justement la mise en relation entre les acheteurs et puis l'offre d'inclusion sociale. Nous écouterons tout à l'heure Alliance Ville-Emploi qui nous en parlera également. J'ai une autre question, je vais essayer de l'embêter jusqu'au bout, mais c'est très provo, mais j'aime bien. On parle beaucoup de développement durable. En ce moment, est-ce que c'est pas en train de disparaître et très effacé derrière d'autres préoccupations liées à la hausse des prix ? Alors moi, je veux en profiter pour vous dire que la question énergétique, qui est au cœur des préoccupations, à la fois parce que, en termes de prix, c'est évidemment un défi majeur, mais que par ailleurs, nous avons un enjeu collectif de maîtrise de l'énergie pour passer l'hiver, comme on dit, mais aussi pour s'inscrire dans une démarche durable au sens, dans la durée, de sobriété. Eh bien voilà un excellent exemple, tout le monde y est sensibilisé. Voilà un excellent exemple de disposition plus durable à intégrer dans toute la commande publique. N'hésitez pas, c'est vraiment le moment. Là, vos fournisseurs, ils ne vont pas trouver ça bizarre que vous leur disiez. Et au fait, dans l'offre, j'ai prévu de mentionner qu'il faut avoir des garanties d'efficience énergétique, peut-être même de restriction ou de limitation d'usage, que sais-je. En tout cas, cette thématique, c'est une thématique durable. Évidemment, elle est liée à un contexte de forte hausse des prix, mais aussi de raréfaction de la matière première qu'est l'énergie. Eh bien, profitons-en pour en faire un levier de développement de l'achat durable. C'est le bon moment. C'est pas incompatible, c'est même... Ah ben bien sûr que non, au contraire. Au contraire, c'est même la solution, puisque si vous arrivez à être plus sobre en énergie, vu que le prix augmente, vous paierez quand même à la fin peut-être plus, mais moins que si vous laissez juste le facteur prix se développer. Ma dernière question, et là je prends le pari que M. Le Sueur ne va pas y répondre. On prend le pari. Non. Si, vous avez accepté. Dans une émission Achat Public Invite, vous nous avez annoncé la nomination d'une ambassadrice ou d'un ambassadeur de l'achat durable. Donc vous allez nous le révéler. Le nom. Et le prénom. Alors, je vais réintervenir, si j'ai bien suivi le déroulé, dans quelques minutes, en lieu et place de Dominique Faure. En lieu et place de Dominique Faure, secrétaire d'État à la ruralité, qui devait être présente et qui malheureusement a été appelée à l'Assemblée nationale pour une proposition de loi sur laquelle elle défend la position du gouvernement, et donc elle ne pourra pas être là. Mais voilà, ce sera plutôt, je pense, à la ministre d'annoncer la manière dont les choses vont se passer. Voilà. Et oui, chacun son rôle, Monsieur Johannes. C'est moi qui Vous êtes journaliste, je suis fonctionnaire, donc je ne parle pas à la place du politique. Mais elle nous aurait annoncé, si elle n'était pas dans l'arène de l'Assemblée, elle nous aurait annoncé, c'est-à-dire il est connu, vous pouvez le dire. Je vois que vous n'êtes pas journaliste politique. Dans les meetings et les interventions politiques, seul le prononcé fait foi. Ouais. Merci, Monsieur Le Sueur. Merci beaucoup, pour votre intervention.